Pauline Eddy est avec nous sous la lumière. Bonsoir, Monsieur Robert. Bonsoir, Pauline Eddy. Très enchantée. Et on est très heureux de vous avoir, d'autant plus que vous devenez une pionnière, une artiste qui porte l'opéra, le chant lyrique, non seulement sous la lumière, mais également dans un espace télévisuel et culturel africain. C'est une remarque qu'on doit très souvent vous faire d'ailleurs. Oui, mais c'est un grand honneur pour moi d'être ici et je tiens vraiment à vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez. Merci beaucoup. Lorsqu'on a échangé justement avant cette émission et lorsque nos équipes vous ont contacté, ou du moins recontacté, vous avez dit, pour moi c'est complètement inattendu, parce que je ne m'attendais pas à être là. Est-ce à dire, Pauline Eddy, que finalement ce genre que vous portez musical, ce chant lyrique, n'aurait pas encore sa place dans les mentalités, dans une culture dite africaine? C'est tout à fait cela. On est beaucoup plus dans le chant populaire. Et quand on chante de l'opéra, on dit écoutez, il faut des morceaux dansants qui apportent de la joie parce qu'il y a trop de stress. Et dès que c'est vocal, les gens s'ennuient. Alors la plupart des talents et des artistes se tournent vers le chant populaire. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait encourager ce genre de chant et le mettre en avant. Voilà. Et c'est vrai que vous franchissez les barrières à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours, on parle dans les professions, d'un côté plafond de verre, quelque chose qui est presque inaccessible. Aujourd'hui, votre amour du chant est une évidence d'ailleurs, cette carrière est la vôtre, mais est-ce qu'on peut dire que vous rentrez dans un temps où vous avez décidé, d'être vous aussi celle qui va promouvoir ce genre musical, ce genre en tout cas vocal, en étant une ambassadrice? Tout à fait, une de celles, parce qu'il y a plein de talents tapis dans l'ombre qui hésitent à se lancer, mais justement j'aimerais bien être celle qui encourage les autres à le faire. Voilà. Ce chant lyrique, ce chant d'opéra, tel qu'on le dit, trouve sa sève et sa source, et déjà dans l'Antiquité, et ensuite transporté sur les terres européennes. On a parlé du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Il y a une démarche qui est aussi une démarche, on va dire, très érudite quand on va vers ce territoire artistique. Est-ce que pour embrasser ce chant, il faut lire l'histoire de ces temps passés, notamment du côté de l'Europe? Pas forcément. Moi, en fait, je suis autodidacte. J'ai juste eu à écouter et reproduire. Donc non, je pense que ce talent, il est inné. Et puis, il faut juste écouter et puis se lancer. Voilà. Mais il faut avoir accès à ces œuvres. Ce n'est pas tout le monde qui a un catalogue de Deutsche Grammophon sans leur faire de la publicité. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ces œuvres qui sont portées d'ailleurs sur des supports très rares, même si on revient à l'époque du CD, celle de Mozart, je le disais, celle de Gounod, de Jean-Sébastien Bach, de Lully ou encore de Handel. Il y a la source familiale qui aurait été très importante autour de Pauline Eddy pour avoir ce vivier de connaissances. Tout à fait. Surtout venant de mon père. Mon père qui, déjà toute petite, il savait que j'étais vouée au chant. Et alors, il faisait que jouer ce genre de musique. Et après, il s'est dit qu'il fallait me garder dans ce contexte parce qu'il n'avait pas envie que je fasse du chant populaire. Donc, il m'a fait intégrer la chorale de la Belle Mélodie, l'école de musique du Togo de Lomé, et son chœur. Et c'est là que j'ai commencé à interpréter des chants opéra. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais il est vrai que vous êtes passé directement à l'étape de l'école de musique, mais nous, on aimerait bien revenir dans le cocon familial, là où tout commence. Il y a ce papa, André Amédée Folly, qui est togolais, qui mène une carrière d'ailleurs au sein du ministère des Affaires étrangères, une casquette de diplomate. C'est d'ailleurs là-bas où il va rencontrer votre maman, qui elle est ghanéenne, maman Rogaté Estelle Folly à Choribo. Et vous le dites dans votre fratrie, tout le monde a cette passion au départ pour la musique. Vous avez même découvert que parmi les personnes de votre arbre généalogique, certains portaient déjà très haut la voix et auraient même pu faire une carrière professionnelle. C'est tout à fait cela. On n'a pas arrêté de me dire en fait que je suis une combinaison de l'héritage de toutes ces personnes-là qui chantent, en fait, parce qu'il y a tellement de voix dans notre grande famille. Mon père, ma mère, mes deux frères, ils chantent bien, mon grand-père paternel, ma grand-mère maternelle, et des cousins à ma mère maternelle. Voilà, il y a tellement de personnes qui chantent dans notre famille. Ouais. C'est-à-dire que ça se passe comment? On a parlé également d'une famille très pieuse. On sait d'ailleurs que les chants, tels qu'on aurait pu prendre des exemples comme Où je dis que ma joie demeure de Jean-Sébastien Bach, ce sont des classiques que l'on interprète au sein de l'Église.
Est-ce que ces chants, lorsqu'on est dans la maisonnée, lorsqu'ensuite on va au culte, ce n'est pas un peu comme une sorte de masterclass grandeur nature, c'est-à-dire d'ores et déjà une école à la maison? C'est tout à fait cela. C'est vrai qu'on est plutôt protestant et pas catholique, parce que c'est chez les catholiques surtout que ce genre de chants sont interprétés. Donc moi, j'interprétais beaucoup plus des chansons de l'église évangélique, on appelle ce cantique Haji Hagan en Mina, voilà. Mais j'ai beaucoup plus interprété l'opéra à l'école de la belle mélodie. Voilà. Et alors, il y a quand même aussi des Midas sur la route qui vous ouvrent les portes, comme un petit peu ces petits cailloux. David Coquerel, qui est un Oui. maestro en la matière, qui est Oui. également aussi votre oncle, Mon oncle. comme beaucoup, va déceler cette voix en disant, mais finalement, Bénédicte, votre prénom d'ailleurs à l'état civil, a une touche particulière. Et même si sa fratrie chante, elle a quelque chose. Vous, à quel moment vous prenez conscience que votre voix prend des envolées exceptionnelles au niveau des octaves? C'est dès que j'intègre le chœur de la belle mélodie, parce qu'il fallait faire un test vocal. Alors, il me faisait faire des vocalises et graduellement monter jusqu'à atteindre des pics. Et c'est là que j'ai réalisé que je pouvais atteindre ce genre de pics. Parce que d'habituellement, je chantais en voix de gorge, de poitrine. Mais là, je prenais des voix de tête. Et je pouvais atteindre certains piquets. J'étais surprise moi-même de ce qui sortait. C'est-à-dire que vous-même, vous avez été surpris, parce qu'on a tous la scène du miroir. Moi, j'ai essayé de chanter dans la salle de bain, et Dieu merci, les œuvres, ils sont restés. Mais vous, au moment où vous vous confrontez à ce que vous écoutez, il y a quand même, folie inédite, une prise de conscience, à un moment donné, de se dire, est-ce que moi, avec mes talents, ma capacité vocale, je ne peux pas finalement les côtoyer, comme une sorte de défi personnel qu'on se lance? En termes de défi, je ne pense pas, parce que je suis vraiment anti-concurrence, mais je me disais que je pouvais bien m'essayer dans ce domaine et me perfectionner personnellement. Je veux dire, c'était beaucoup plus personnel qu'en termes de comparaison avec ces grandes voix-là. Voilà, c'était beaucoup plus ça. Et en parlant de ces grandes voix, on se trouve du côté de Lomé, au Togo, et on a accès à des œuvres que d'ailleurs les parents peuvent posséder dans leur discothèque. Mais très vite, lorsqu'on est soi-même une chanteuse, on voit toutes ces grandes dames, tous ces grands noms, une sorte de panthéon d'ailleurs, au niveau de ces musiques. Est-ce qu'il y en a une voix qui vous avait marqué particulièrement et où vous vous êtes dit, par exemple, je vais aller dans l'univers de telle chanteuse, en parlant d'ailleurs des sopranos pour la plupart? Oui, il y avait Barbara Hendricks. Oui. Elle m'impressionnait par son charisme et l'émotion qu'il y a dans sa voix. Voilà. Barbara Hendricks, à côté d'elle, il y a les Jessye Norman, pour partir dans une période plus moderne. Voilà, l'espagnol Montserrat Caballé, par exemple. Avant cela aussi, il y a des voix comme Maria Callas, la cantatrice grecque, qui est vraiment quelqu'un qui parlait de ce chant qui émane du divin. Et d'ailleurs, lorsque tout à l'heure vous nous avez offert ce magnifique cadeau avec le quatuor à cordes, d'ailleurs le quatuor Côte d'Ivoire avec Samuel Koulibaly au piano, on vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure, il y a des instants que la caméra a captés. Vous étiez littéralement habité. Ce chant n'est pas simplement un exercice de cordes vocales. À un moment donné, on se sent transporté. On ne sait même plus qu'on est sur scène, on part dans un autre monde. C'est vraiment l'effet que ça fait. Voilà. Cet autre monde, d'ailleurs, en termes de répertoire, en l'occurrence là, l'acte 4, avec la Reine de la Nuit, dans la flûte enchantée, d'ailleurs signée de Mozart, ce sont des pièces avec lesquelles on ne peut pas prendre de liberté. Il y a les notes, il y a le registre auquel il faut rester savamment fidèle. Est-ce qu'on se dit, tiens, je vais prendre ce chant interprété à la manière d'une Nathalie, par exemple, de Sey? Est-ce que je vais le faire à la manière d'une autre grande voix, comme Renée Fleming, l'américaine? Ou alors est-ce qu'on se dit, moi, folie inédite, je vais le faire à ma manière, tout en respectant évidemment le patrimoine que ça représente, mais je vais essayer d'y apporter une touche qui soit la mienne, très particulière, et notamment en terre africaine. C'est tout à fait cela. J'aime bien personnaliser tout ce que j'interprète, tout en gardant l'âme de la chanson, mais apporter quelque chose qui émane de moi. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut y avoir une émotion, un pic. Il y a aussi ce qu'on appelle la technique. Oui. Et on voit d'ailleurs les répétitions, et on peut le voir d'ailleurs dans différents reportages.
que les téléspectateurs d'ailleurs et moi-même avons eu l'occasion d'ailleurs de regarder. Il y a la rigueur des professeurs de chant, il y a la tenue au niveau de la manière dont on se tient, et puis après il y a un peu d'historique quand même. Aller fouiller dans ce répertoire, ça veut dire découvrir des histoires. Il n'est pas simplement question d'un chant, mais souvent de personnages. Le personnage de la Reine de la Nuit, on en parlait dans La Flûte enchantée. Il y a aussi un côté actorat que l'on se doit de posséder. Vous avez dû, vous aussi, vous accaparer à un moment donné de la scène lorsque vous donnez des représentations. Tout à fait, c'est cela. C'est un peu le côté opérette. L'opérette, c'est chanter, faire des scènes là-dessus. C'est un côté théâtral, en fait. Oui, à un moment donné, on combine les deux. Alors, vous combinez les deux, et ce qu'il y a de très intéressant d'ailleurs, en parlant de votre carrière, c'est que la plupart d'ailleurs de vos frères et sœurs sont très lettrés. On a des frères ingénieurs, on a une sœur qui travaille dans un grand groupe d'ailleurs d'hydrocarbures. Vous, il faut bien passer le bac, comme tout le monde, mais vous avez quand même la confiance, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce papa qui décide voilà, de dire ben, tu veux emprunter cette voie, il faut le faire professionnellement. Mais dans cette voie, il n'y a pas souvent la case diplôme. C'est vrai qu'il y a des conservatoires de chant qui sont là. Pour vous, ça a été beaucoup plus quoi, passer par l'école d'ailleurs de la belle mélodie, apprendre les techniques, apprendre, j'allais dire, l'ossature de votre voix. Qu'est-ce que vous y avez appris là-bas? En fait, je m'y suis découverte. J'ai pas appris à chanter, j'ai pas appris des techniques de chant. J'étais juste en train de reproduire ce que j'écoutais. J'ai pas fait de conservatoire, voilà. Et vous aimez dire d'ailleurs, moi, Folinédi, je suis autodidacte. Autodidacte. Est-ce qu'on peut être autodidacte lorsque l'on s'attaque au registre de l'opéra? Tout à fait, tout à fait. Parce que la plupart des personnes passent d'abord par une école de chant. Et il faut justement une préparation, apprendre d'un instrument, apprendre le solfège, comprendre la musique, comprendre les techniques de chant. Mais, et on parle d'intensité. Exactement. Je le disais, on parle d'ailleurs d'ossature. On parle également aussi de tous ces termes. Alto, soprano, mezzo-soprano, on a parlé aussi d'octave. Et il y a cette question que l'on se pose tout le temps. La question de savoir quel est le nombre d'octaves. Je suis sûr que votre frère Emmanuel et votre sœur Gloria ont dû se poser la question. À combien d'octaves culminez-vous, Folinédi? On m'en avait déjà parlé, surtout au test de vocalise, mais je préfère ne pas y faire une fixation parce que j'estime que j'ai toujours à apprendre et j'ai besoin de me perfectionner. Donc je préfère ne pas en parler, si vous le permettez. C'est aussi peut-être une trace d'humilité devant ce chant, parce que ce chant, finalement, vous avez des devancières et des devanciers illustres. On parle de l'humilité devant cette musique, qui est une musique qui est multiséculaire quand même. Savoir que vous portez sur vos épaules, lorsque vous êtes devant une assemblée, toute une histoire. Lorsque l'on évoque des œuvres de Mozart, de Bach ou encore de Franz Schubert, on rentre véritablement dans l'histoire de nations. Et cette histoire des nations, est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas, moi, native de ce beau Togo, avec le sang ghanéen qui coule en moi, est-ce que je peux le défendre? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous posez cette question patrimoniale? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que j'estime que c'est... C'est l'universalité? Tout à fait. C'est universel et que tout le monde peut le faire, en fait, et que c'est rien d'extraordinaire. J'estime aussi qu'il y a beaucoup de talents qui sont en underground, qui n'attendent qu'à être encouragés pour sortir. Donc, non, je n'estime pas avoir ce poids. mérite, non.